Winter is around the corner. Time is getting short, so we better go hunt for a spot where we can find some more. So far, Tony's mined just over 2,000 ounces of gold. Pour aggraver les choses, les amendes réglementaires ont commencé à s'accumuler comme de la terre dans une trémie, chacun érodant les fondations de son empire minier. Des violations environnementales au retard dans les permis, les problèmes juridiques s'accumulent rapidement, menaçant de faire couler non seulement son entreprise, mais aussi tout ce qu'il a passé des décennies à construire. Lors d'un incident tristement célèbre survenu en 2014, Tony a fait la une des journaux lorsqu'il a versé du carburant dans un étang et y a mis le feu pour le plaisir. Cela aurait pu paraître cool devant la caméra, mais cela lui a coûté une amende de 31 000 $ et lui a peint une cible sur le dos avec les autorités. Depuis, chaque geste est scruté à la loupe. Les tensions familiales commencent à monter à mesure que la pression augmente. Gérer une opération minière de plusieurs millions de dollars est déjà assez difficile, mais le faire avec votre femme et vos enfants rend chaque revers personnel. Tony et sa femme Minnie, mariés depuis plus de 30 ans, ont affronté côte à côte les hauts et les bas de la vie de famille et des affaires. Minnie a été le ciment qui maintient tout ensemble, gérant les finances, la logistique et gardant l'équipage sous contrôle. Leurs 4 enfants ont tous participé à l'entreprise familiale et ont appris les ficelles du métier auprès de l'un des mineurs les plus coriaces du Klondike. Mais leur voyage n'a pas été sans chagrin. Tony et Minnie ont perdu leur fille Jasmine alors qu'elle n'était qu'un bébé. Une tragédie qui persiste encore sous la surface de leur extérieur dur comme des ongles. Malgré les défis croissants, pertes financières, blocages réglementaires et équipements défaillants, Tony refuse d'abandonner. C'est un combattant, un véritable mineur courageux qui ne recule jamais devant un défi. Il continue de se battre pour obtenir des permis d'exploitation d'Indian River, même après des refus répétés qui lui ont coûté des millions en retard et en opportunités perdues. La plupart seraient partis, mais pas Tony. Contre toute attente, lui et son équipe ont réussi à récolter environ 400 000 $ d'or en une seule saison, un exploit impressionnant compte tenu des circonstances. Il ne s'agit plus seulement d'or. Pour Tony, c'est une question d'héritage. Il s'agit de prouver que les méthodes à l'ancienne ont toujours de la valeur, que la détermination peut vaincre la bureaucratie et que le nom Beats a toujours du poids au Yukon. Mais à mesure que les enjeux augmentent, le risque augmente également. Il parie tout, même s'il semble qu'il n'y a plus rien à perdre. Ce combat pour son rêve va-t-il tout lui coûter? Ou Tony Beats a-t-il un dernier tour dans son sac? L'ascension et la possible chute de l'empire du Yukon de Tony Beats sont une histoire d'ambition, de résilience et de détermination brute. Depuis les jours de gloire où les fans applaudissaient pour chacun de ses gestes audacieux jusqu'à la sombre réalité des amendes, des échecs et des rêves fracturés, cette saison pourrait être le chapitre le plus dramatique à ce jour. Restez à l'écoute. Les eaux boueuses du Yukon pourraient encore réserver une dernière surprise. Tony Beats et sa famille partagent leur temps entre deux mondes très différents. Le froid rigoureux et impitoyable du Yukon et le confort chaleureux et décontracté de l'Arizona, où ils ont aménagé un endroit tranquille pour se ressourcer. Mais même sous le soleil du désert, le poids de son empire minier n'est jamais loin de son esprit. Son parcours dans le monde de l'exploitation aurifère a été tout sauf fluide, surtout ces dernières années. Entre permis refusés, réglementation toujours plus stricte et amendes croissantes, Tony se retrouve en contradiction avec un système qui semble de plus en plus défavorable aux mineurs comme lui. Mais le mot « arrêter » n'existe tout simplement pas dans le vocabulaire de Tony. Il a déjà fait face à de sérieux revers et, à chaque fois, il a trouvé le moyen de pivoter, de s'adapter et d'aller de l'avant. Qu'il s'agisse d'investir des millions dans de nouveaux équipements, de déplacer les opérations vers d'autres concessions ou d'essayer des méthodes de dragage à l'ancienne dans un monde moderne, Tony n'a jamais été du genre à rester les bras croisés ou à se vautrer dans la frustration. Lorsque sa longue lutte pour obtenir des permis à Indian River s'est soldée par un refus, il n'a pas abandonné. Au lieu de cela, il a changé sa stratégie, élargi sa portée et a continué à courir après l'or ailleurs. Cela a toujours été son avantage, sa capacité à s'adapter, à réfléchir vite et à continuer à creuser, au propre comme au figuré, quand d'autres pourraient arrêter de le faire. Tony Beats n'a pas seulement un plan B, il a les plans C, D et probablement le reste de l'alphabet prêt à être mis en œuvre. Parce que pour lui, l'exploitation minière n'est pas seulement une carrière, c'est un mode de vie. Et il n'a jamais fait de cavalier seul. Sa famille l'a soutenu à chaque étape.
Kevin, Monica et Mike, ces 3 enfants survivants, ont grandi au cœur du secteur minier du Yukon. Ils ont traversé des hivers rigoureux, des étés boueux et la pression incessante qui accompagne le fait de vivre et de travailler sous le même toit que l'une des personnalités les plus motivées de l'industrie. Pour eux, la vie minière n'est pas seulement une question d'or, c'est une question d'héritage, de responsabilité et de courage nécessaires pour gagner sa vie dans l'un des environnements les plus difficiles au monde. Mais l'histoire des Beats n'est pas sans chapitres les plus sombres. Dans les années 1990, Tony et Minnie ont subi une perte dévastatrice lorsque leur fille Jasmine est décédée alors qu'elle était bébé. C'est une tragédie dont ils ne parlent pas souvent, mais qui a marqué à jamais leur famille. Ce genre de douleur ne s'estompe jamais vraiment. Elle s'installe en arrière-plan de tout ce qu'ils font. Et pourtant, même dans leur chagrin, ils sont allés de l'avant, se concentrant sur l'éducation de leurs autres enfants et sur la création de l'entreprise qui allait devenir l'une des plus grandes exploitations minières du Yukon. Cependant, les dernières années ont mis Tony à l'épreuve d'une manière que peu de gens pouvaient imaginer. La surveillance environnementale s'est renforcée, les permis sont plus difficiles à obtenir et la surveillance gouvernementale est devenue une source constante de frustration. Chaque décision qu'il prend est alourdie par la bureaucratie et les formalités administratives. Mais même face à tout cela, Tony refuse de reculer. Il a investi de l'argent dans des technologies plus récentes, expérimenté différentes techniques et extrait chaque once d'or possible d'un terrain impitoyable. Parce que si l'histoire de Tony Beats nous apprend quelque chose, c'est bien ceci. On n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. On double la mise. Depuis ses débuts, lorsqu'il est arrivé au Canada avec rien d'autre qu'un rêve et une éthique de travail acharnée, jusqu'à la construction d'un empire minier de plusieurs millions de dollars, Tony a pris des risques énormes. Tous n'ont pas porté leurs fruits. Il a dû faire face à des problèmes juridiques, à une controverse publique et à des pertes financières qui auraient écrasé un homme de moindre importance. Mais il continue. Parce qu'il n'a jamais été question simplement de devenir riche. C'est une question de résilience. Il s'agit de se battre pour ce en quoi vous croyez et de refuser de vous laisser enterrer par le poids de l'échec. Qu'il lutte contre les régulateurs au Yukon ou qu'il savoure un rare moment de paix sous le soleil de l'Arizona, Tony Beats est un symbole de persévérance dans un monde où rien n'est facile. Et de cette façon, il a déjà trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'or. Et c'est ce qui rend l'histoire de Tony Beats si captivante. Qui sait ce qui va suivre pour lui? Si l'histoire est une indication, quel que soit le défi, il y fera face de front et, d'une manière ou d'une autre, il trouvera un moyen de renverser la situation, parce que c'est juste qui il est. À maintes reprises, Tony a prouvé que là où les autres voient l'échec, il voit une opportunité. Son objectif n'a jamais été simplement de trouver de l'or. Il s'agissait de faire ce que d'autres disaient qu'il était impossible de le faire. Et maintenant, son prochain coup pourrait être son plus gros pari à ce jour. C'est le cœur de l'héritage de Tony Beats, la résilience face au feu. Il n'est pas uniquement motivé par l'éclat de l'or, mais par quelque chose de plus profond, une volonté incessante de tester les limites, de les briser et de laisser sa marque sur une industrie aussi impitoyable que le terrain sur lequel elle opère. Grâce à sa stratégie, sa détermination et son courage, il est devenu l'un des noms les plus reconnaissables du monde de l'exploitation aurifère. L'un des chapitres déterminants de sa carrière a été son obsession pour le dragage, une méthode d'exploitation minière désuète que la plupart considéraient comme obsolète. Mais Tony a vu quelque chose de différent. Il a vu un potentiel inexploité. Là où d'autres voyaient de l'acier rouillé et une ingénierie obsolète, il voyait un défi qui valait la peine d'être relevé. À la manière de Tony, il a fait tapis, insufflant la vie à une drague vieille de 75 ans. Cette décision n'était pas seulement risquée, elle était monumentale. La drague a dû être démontée, transportée sur 150 000 à travers un terrain impitoyable, puis reconstruite pièce par pièce sur sa concession d'Indian River. Il s'agissait d'un pari d'1 million de dollars sur un morceau d'histoire, d'un pari tout ou rien qui visait autant à prouver un point qu'à faire du profit. Et même si le résultat n'a pas été tout à fait celui qu'il avait imaginé, cette décision a solidifié sa réputation d'homme qui ne se contente pas de parler grand, mais qui agit plus grand. La volonté de Tony de repousser les limites a souvent un prix. En 2014, il a suscité une controverse et une amende de 31 000 $ après avoir versé du carburant dans un étang et y avoir allumé le feu pour les caméras.
C'était imprudent et cela nous a rappelé brutalement que même les légendes ont des limites. Pourtant, à la manière typique de Tony, il a encaissé le coup et a continué, pour le meilleur ou pour le pire. Il n'a jamais été du genre à respecter les règles. Mais derrière l'empire minier et ce personnage plus grand que nature se cache une histoire de famille qui est tout aussi centrale dans son parcours. Son épouse, Minnie, est à ses côtés depuis plus de 3 décennies, à travers chaque triomphe et chaque revers. Elle n'est pas seulement sa partenaire dans la vie, elle a été sa partenaire en affaires, gérant les livres, surveillant les investissements et gardant les choses ensemble pendant et en dehors de la concession. Elle est la présence constante dans un monde qui est tout sauf stable. Leurs enfants, Kevin, Monica et Mike, ont grandi dans les mines. Ils ont appris à travailler dur, à endurer et à continuer lorsque les chances étaient contre eux. C'est un environnement brutal, mais pour les enfants de Beats, c'est normal. C'est là qu'ils ont été élevés. C'est ainsi qu'ils ont été façonnés. Pourtant, toute leur histoire n'a pas été racontée à travers des comptages d'or et des machines lourdes. Dans les années 1990, Tony et Minnie ont perdu leur fille Jasmine alors qu'elle n'était qu'un bébé. Une tragédie qui a jeté une ombre longue et silencieuse sur leur vie. Tony en parle rarement, mais ceux qui le connaissent disent que cela l'a changé. Ce genre de perte ne s'estompe jamais vraiment, mais elle renforce ce qui compte le plus, la famille. Et cette détermination, endurer, aller de l'avant, est peut-être la veine d'or la plus solide de l'héritage de Beats. Aujourd'hui, la famille partage son temps entre le rythme épuisant du Yukon et la chaleur tranquille de l'Arizona. Au Yukon, c'est un travail incessant, des conditions climatiques difficiles et des décisions sans fin. Mais en Arizona, ils trouvent un espace pour respirer, un rythme plus lent, du soleil, du calme et le confort d'une vie qu'ils ont travaillé dur pour construire. C'est plus qu'une résidence secondaire, c'est un rappel de la raison pour laquelle ils continuent de traverser le chaos. Car en fin de compte, pour Tony Beats, l'exploitation minière n'a jamais été qu'une question de richesse. Il s'agissait de faire ses preuves, de construire quelque chose de durable et de le faire avec les personnes qui comptent le plus. Et c'est pour cela que son histoire résonne. Ce n'est pas seulement une histoire d'or, c'est une histoire de courage, de perte, d'amour et de refus d'abandonner. Quoi qu'il arrive ensuite, une chose est sûre, Tony Beats n'a pas encore fini. Les dernières années ont été parmi les plus difficiles de la carrière minière de Tony Beats. Des réglementations environnementales plus strictes, des processus d'autorisation plus complexes et une industrie en évolution rapide ont contraint même les mineurs les plus expérimentés à repenser leur stratégie. Mais au lieu de ralentir, Tony a doublé. Il a investi dans les technologies modernes, exploré de nouvelles techniques minières et maintenu ses opérations en vie, même lorsque les chances étaient extrêmement élevées contre lui. L'histoire de Tony est bien plus qu'un simple fantasme de ruée vers l'or. C'est un modèle de résilience. Il est arrivé au Canada avec à peine plus qu'un rêve et une éthique de travail implacable. Grâce à des décennies d'efforts acharnés, d'hivers brutaux, de tragédies personnelles et de paris à enjeux élevés, il a transformé ce rêve en réalité. Le nom de Beats est devenu synonyme de l'exploitation minière dans le Klondike, non seulement pour l'or qu'ils ont extrait du sol, mais aussi pour la façon dont ils l'ont fait, ensemble, contre toute attente et sans jamais reculer. Son héritage ne se mesure pas en onces ou en dollars. Cela se mesure en famille. Dans l'exemple qu'il a donné, dans le message selon lequel si vous travaillez assez dur et si vous êtes prêt à prendre des risques, personne d'autre ne le fera. Il y a une chance que votre rêve devienne réalité. Mais le rêve de Tony n'a jamais été facile. Et maintenant, avec des revers croissants, il est confronté à des défis qui pourraient briser n'importe qui d'autre. Une fortune qui s'en va, un empire minier sous pression. Si le nom de Tony Beats vous semble familier, vous l'avez probablement vu dans Gold Rush, l'émission de télé-réalité à succès qui suit des mineurs luttant contre les éléments et entre eux dans la nature sauvage et sauvage du Yukon. Tony se démarque, fort, impétueux, sans aucune excuse lui-même, une silhouette imposante avec une voix retentissante, un accent hollandais et l'audace d'un homme qui a construit quelque chose à partir de rien. On l'appelle le Viking, et pour cause. C'est une force de la nature, têtu comme le granit, avec une éthique de travail forgée dans le feu et le gel. Depuis ses débuts en tant qu'opérateur de machinerie dans le Nord gelé, jusqu'à devenir l'un des plus grands propriétaires de mines indépendants de la région, Tony a gravi tous les échelons de l'échelle minière à main nue et avec ses bottes fermement plantées dans la boue. Mais plus on monte haut,
plus la chute est dure. Et maintenant, les choses ont mal tourné d'une manière dont même ce Viking ne pourrait peut-être pas rire. Revenons un peu en arrière. L'une des actions les plus audacieuses et les plus controversées de Tony a eu lieu lorsqu'il a investi des millions dans la restauration d'une ancienne drague aurifère des années 1930, une bête couverte de rouille qui avait plus l'air chez elle dans un musée minier que sur une concession active. C'était un pari énorme, le genre que la plupart ne toucheraient pas. Mais Tony y a vu quelque chose. Il pensait que les méthodes de dragage à l'ancienne, abandonnées depuis longtemps par les mineurs modernes, pouvaient encore générer de gros bénéfices. Il a transporté la machine colossale sur 150 milles de terrain au Yukon, pièce par pièce, jusqu'à sa concession sur la rivière Indienne. C'était un cauchemar technique et un cauchemar logistique. Mais il a réussi. Et pendant un moment, il semblait que le pari allait être gagnant. Mais le dragage, comme celui qui l'a relancé, ne suit les règles de personne d'autre. La récompense n'était pas celle qu'il avait espérée. Les coûts n'ont cessé d'augmenter. Et pour aggraver les choses, l'étau réglementaire s'est resserré. Les permis ont été refusés. Les amendes ont commencé à s'accumuler. Et ce qui était autrefois son joyau de la couronne a commencé à ressembler davantage à un monument dédié à un rêve mourant. Il a essayé de s'adapter, pivoter, pour trouver de nouveaux territoires, de nouvelles technologies, de nouveaux angles, mais chaque porte semblait se fermer aussi vite qu'elle s'ouvrait. Et pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à surmonter les obstacles, cela devait piquer. Pourtant, Tony Beats n'est pas bâti comme la plupart des gens. Il ne casse pas facilement. Il a déjà connu des revers brutaux. Il a écopé d'amendes, fait face à des poursuites judiciaires, a surmonté des tensions familiales et a traversé des saisons minières qui l'ont presque laissé faucher. Et pourtant, il se présente, un casque de sécurité, bottes lacées, les yeux en avant. Parce que pour Tony, il n'a jamais été question uniquement d'or. Il s'agissait de prouver quelque chose, à lui-même et au monde, que si vous êtes prêt à travailler plus dur, à risquer davantage et à ne jamais reculer, vous pouvez construire quelque chose de réel, quelque chose de durable, quelque chose qui compte. Et même si sa fortune vacille, même si la drague rouille et que les règles se durcissent, il a toujours ce feu, ce courage, cette détermination impossible à continuer. Parce que c'est ce que fait Tony Beats. L'or peut aller et venir. Les permis risquent de se tarir. Mais l'héritage, le courage, le travail, la famille à ses côtés ne mènera nulle part. Alors, quelle est la prochaine étape pour le Viking du Yukon? Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'on ne peut jamais exclure Tony Beats. La drague a fonctionné jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. C'est là que les ennuis commencent. Ce n'est pas votre moyenne. La machine est tombée en panne. On a réussi. C'est bon. Parfait. Cela a l'air plutôt génial, si vous me le demandez. Ça fait longtemps que j'arrive. C'est agréable de le voir fonctionner à nouveau. Nous parlons de problèmes catastrophiques qui font que la drague ressemble à un gigantesque gouffre financier. Il a le don de se mettre dans le pétrin. Mais cette fois, ce n'est pas quelque chose qui peut être réparé avec une clé et une série de malédictions. Non, cette fois, ce sont des problèmes juridiques, des problèmes financiers et des problèmes familiaux réunis en un seul. Toute la famille est impliquée dans cette opération. Sa femme, Minnie, gère les livres. Ses enfants gèrent l'équipement et tout cela n'est qu'une seule et même affaire. On pourrait penser que ce serait une bonne chose. Non, le garder dans la famille, sauf que quand les choses tournent mal, les enjeux deviennent soudain bien plus importants, car ce n'est pas seulement une affaire d'affaires, c'est aussi personnel, et les choses ont très mal tourné. Lorsque cette drague, dans laquelle il a investi son argent, s'est heurtée à une série de problèmes réglementaires, de permis environnementaux, de violations de la sécurité des travailleurs, etc. Les amendes ont commencé à s'accumuler plus rapidement que l'or ne l'a jamais fait. Vous vous souvenez de cette cascade avec l'essence et le bassin de dragage qui a été diffusé il y a quelque temps? Eh bien, cela n'a pas simplement disparu parce qu'il a lancé un charmant sourire aux caméras. Ce type a littéralement mis le feu à un étang et le gouvernement ne néglige pas ce genre de choses. Amendes et batailles juridiques, les agences environnementales lui soufflent dessus. C'est comme si tout rentrait à la maison. Il a l'habitude de gérer les choses dans des conditions difficiles, mais la bureaucratie est une autre bête. Nous avons versé un gallon, peut-être 1,5 gallon d'eau. Quelqu'un a versé sur l'eau, et cet homme a été condamné à une amende pour cela. Et je suppose que je n'ai pas arrêté cet homme puisque j'ai fini par diriger le spectacle.
Je suppose que j'aurais dû être un peu plus fort et lui dire de ne pas le faire. Cependant, je ne l'ai pas fait. C'est comme ça que vous êtes ici au tribunal. Alors prenez l'amende la prochaine fois. N'y allez pas. Vous ne pouvez pas simplement l'injurier ou essayer de le détruire au bulldozer. Parlons d'argent une seconde. Il vaut censément 15 millions de dollars. Un gros chiffre. Non? Mais tout cet argent est investi dans des machines, des revendications territoriales et des équipements plus vieux que la plupart des gens qui regardent l'émission. Mais les flux de trésorerie, c'est une autre histoire. Lorsque vous dirigez une opération à haut risque comme l'extraction de l'or, en particulier avec des équipements anciens, il n'est pas difficile d'imaginer que les factures peuvent s'accumuler plus rapidement que l'or n'arrive. Et avec toutes ces amendes, c'est comme s'il jouait un jeu de rattrapage perdu. Maintenant, jetez la famille dans ce désordre. Il a toujours été dur avec ses enfants. Kevin, Mike, Monica, si vous avez déjà regardé la série, vous avez vu les cris, la frustration, l'attitude de faire quelque chose ou autre. Mais lorsque les enjeux sont aussi élevés, il ne s'agit plus seulement de prouver un point. Tout le monde ressent la pression. C'est comme si les fissures qui existaient déjà commençaient à s'élargir. Le stress lié au maintien d'une opération défaillante s'infiltre dans tous les recoins de la famille Beats. Vous avez des enfants qui ont été préparés pour reprendre un empire qui semble maintenant sur le point de s'effondrer. Et un père qui refuse d'abandonner même lorsqu'il abandonne pourrait être la décision la plus intelligente. Et honnêtement, c'est là le nœud du problème. Il est tout simplement trop têtu pour abandonner. Vous pouvez appeler cela de la détermination ou de la persévérance, mais la frontière est mince entre avancer et tomber d'une falaise. Le gaz a subi des coups brutaux, des problèmes de réglementation, des charges financières, et ne parlons même pas des défis liés aux pannes constantes d'équipement. Mais au lieu de s'adapter, il a redoublé ses anciennes habitudes. C'est comme s'il était convaincu que s'il poussait un peu plus fort et jurait un peu plus fort, les choses s'arrangeraient comme par magie. Mais l'exploitation minière n'est pas magique, et le succès non plus. Le monde ne se soucie pas de savoir si vous avez travaillé toute votre vie ou si vous êtes un Viking avec des décennies d'expérience. Parfois, plus vous essayez de le combattre, plus la situation empire. Il est habitué à avoir le contrôle, à être le dur à cuire qui fait bouger les choses par la seule force de sa volonté. Mais ici, dans le Klondike, avec le gouvernement qui vous serre le dos et vos machines qui s'effondrent, parfois, être dur ne suffit pas. Où cela le mène-t-il? C'est difficile à dire. C'est un combattant, bien sûr, mais même les combattants perdent parfois. Et peut-être, juste peut-être, qu'il est temps de prendre du recul et de repenser les choses. Parce que l'or est peut-être là, mais à quel prix? Des tensions familiales, des amendes interminables, une drague qui pose plus de problèmes qu'elle n'en vaut la peine? Parfois, le coût pour devenir riche est tout simplement trop élevé. S'il n'y prend pas garde, il risque de perdre bien plus que quelques onces d'or. Le fait est que toute sa philosophie tourne autour du travail acharné de la vieille école. Il s'agit avant tout d'y consacrer des heures, de lutter contre les éléments et de faire les choses comme elles ont toujours été faites. Et même si ce genre de résilience et de dévouement peuvent vous mener loin, le monde de l'exploitation minière est en train de changer. Les préoccupations environnementales sont croissantes. Les réglementations sont plus strictes que jamais, et même les mineurs chevronnés doivent s'adapter à de nouvelles méthodes pour pouvoir suivre le rythme. Pour lui, c'est une pilule difficile à avaler. Il n'a jamais été du genre à recevoir des ordres, et l'idée de changer ses habitudes juste parce que des fonctionnaires en costume le lui disent, ce n'est pas vraiment son style. Mais c'est ce qui rend toute cette situation encore plus précaire. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas ce qu'il veut faire qui compte, mais ce qu'il doit faire s'il veut continuer. Les amendes, les contrôles, les pannes d'équipement, tout s'accumule. Dans la famille, ils sont coincés au milieu de tout cela, essayant de tenir le coup pendant qu'ils foncent, toujours aussi têtus. C'est comme essayer de maintenir à flot un navire en perdition alors que le capitaine insiste sur le fait qu'il est insubmersible. Kevin, Mike et Monica ont tous grandi dans cette vie. Ils connaissent les risques, ils comprennent la difficulté, mais cela ne rend pas la tâche plus facile lorsque les chances commencent à se jouer contre eux. Kevin a été présent au cœur du problème, essayant de maintenir les machines en marche, faisant face à des pannes qui semblent se produire tous les 2 jours. C'est le moteur du treuil. Ce sont les treuils qui soulèvent la patate, soulèvent la ligne de godet, le portique. Ils tirent sur les 4 coins. C'est ainsi que la drague se déplace et fonctionne. Et Mike,
Il a toujours été le plus discret, travaillant dans les coulisses, faisant ce qui devait être fait. Monica, quant à elle, a ses propres ambitions.